Salutations les rôlistes, comme moi vous attendiez d'en savoir un petit peu plus sur le playtest du projet Black Flag qui a été initié par Cobalt Press. Eh bien, Cobalt Press vient de mettre en ligne le premier pack de playtest depuis donc le 14 février. Et ce premier pack inclut les règles pour la création de persos. Alors rapidement, je rappelle ce qu'est le projet Black Flag. C'est un projet qui vient en réponse à la lourde polémique qui a été initiée par Wizards of the Coast concernant la révocation de la licence l'OGL 1.0A. Entre-temps, Wizards of the Coast s'est rétracté et finalement maintient cette licence, mais pour autant, le projet Black Flag, qui rassemble donc tout un tas d'acteurs de l'industrie du jeu de rôle mondial, notamment américain, dans le but de créer un système de règles totalement libre de droit, donc appelé Orc, donc, enfin, pas le système de règles, mais du moins la licence, ça s'appellera donc Orc, c'est l'Open Role-Playing Game Creative Licence. Voilà, donc ils ont commencé à bosser sur ce système de règles et proposent de mettre différents packages les uns après les autres en playtest auprès de la communauté mondiale afin que nous puissions faire des remontées sur les propositions. Donc c'est un tout nouveau système de règles qui est censé être donc totalement libre, protégé par une licence complètement libre, donc qui permettra en fait à tout un chacun de développer des productions personnelles, qu'elles soient destinées donc à la commercialisation ou pas. En tout cas, chacun pourra créer du contenu avec cette licence qui est censée être, bien entendu, très proche de ce que proposait Donjons et Dragons jusqu'ici, tout en étant différent. Et c'est là que le bas blesse un petit peu, je trouve, avec en tout cas ce premier pack. Donc voilà ce qu'est le projet Black Flag. Et on va découvrir ensemble le contenu du premier pack. Voilà, donc c'est un PDF qu'on peut télécharger. Je vais vous montrer donc très rapidement en étant sur la page Cobalt Press. Moi je l'ai reçu par mail parce que je suis inscrit donc à la liste de diffusion de Cobalt Press, mais vous pouvez le récupérer en allant sur le site de Cobalt Press, cobaltpress.com, et là vous avez donc un lien de téléchargement qui se trouve voilà juste ici. Moi je vous conseille de vous inscrire tout simplement à la liste de diffusion et vous serez prévenu au fur et à mesure de la mise à disposition des différents packages. Venons-en donc à ce premier package que j'ai eu le temps de lire. Alors, il n'est pas très long, il fait 12 pages. Ce package, 12 pages qui, ma foi, sont assez... bon, moi je trouve qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on va déjà analyser un petit peu ce que nous propose Cobalt Press. Alors, on a quelques éléments en guise d'introduction. Comment utiliser ce premier pack ? Eh bien, déjà, on nous indique qu'il n'y aura pas les classes de personnages dans ce pack, et il nous conseille d'ailleurs d'utiliser un recueil de règles basé sur la 5e édition pour pouvoir compléter, pour pouvoir utiliser ce premier pack. Donc vous pouvez utiliser Pathfinder, vous pouvez utiliser votre manuel de Donjons et Dragons 5e édition pour utiliser les classes, parce que là-dedans, on n'a pas les classes. Donc on nous prévient du coup que les personnages qui sont générés en utilisant le Core Fantasy System, on va dire que c'est le nom de code provisoire du système de règles qu'ils sont en train de créer. Et bien donc les personnages qui sont créés avec ce système sont légèrement plus puissants que des personnages qui sont créés en utilisant les règles basiques de la 5e édition, mais suffisamment proches pour que, par exemple, un guerrier de 5e édition et un guerrier avec Core Fantasy System puissent être présents dans le même groupe. Et c'est fait de façon intentionnelle, c'est pas accidentel. Voilà, ensuite on nous explique qu'en termes de pouvoir, vraiment de capacité, toutes les races et les variantes raciales, les subraces, les variantes raciales, toutes ces combinaisons trouvent en fait leur équivalent dans le système des lignages et des héritages de Core Fantasy System. Les races en fait deviennent lignages dans leur système, dans Core Fantasy System, et ce qu'on appelait les sous-races, les variantes raciales, par exemple le drow pour l'elfe ou l'elfe des bois, etc. Ça, ce sont les sub-races
hein, et bien ça en fait ça devient les héritages. Voilà, donc ce sont des combinaisons qui sont conservées, maintenues donc dans le système Core Fantasy. Core Fantasy System. Ok, bon, qu'est-ce qu'un jeu de rôle jusqu'ici? A priori, on sait le rôle du maître de jeu, le rôle d'un joueur. Les dés, on conserve l'ensemble des dés. De quoi on aura besoin? Ça c'est intéressant parce qu'on nous parle donc du Monster Vault, d'accord, qui sera l'équivalent du bestiaire en fait, hein, et du Core Fantasy Role Playing Game Master Guide. Voilà, donc il va y avoir également donc un guide du maître qui seront mis à disposition pour pouvoir jouer. Puis il y aura tout un tas d'autres choses pour les VTT, hein, les Virtual Tabletops, pour pouvoir jouer en ligne par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce livre? Donc toutes les informations pour créer les personnages, etc. On nous explique ensuite qu'est-ce que la fantasy en fait, hein, le système fantasy. Des aventures héroïques, des mondes avec de la magie, des endroits uniques à explorer, des structures de pouvoir et des systèmes, des conflits, voilà. Bon, venons-en maintenant à l'essentiel, la création de personnages. Eh bien, écoutez, la création de personnages, on commence déjà par l'élaboration d'un concept. Eh bien, un concept, donc quel genre de personnage je veux jouer. Est-ce que j'ai plus dans l'idée un guerrier, un magicien, un lanceur de sorts, voilà. Ensuite, on va choisir une classe. Donc, je vous rappelle que dans ce premier package, il n'y a pas de classe, on n'en trouvera pas. Et donc, pour pouvoir faire le playtest, il faudra utiliser les classes de la 5e édition. Donc, à savoir toutes les classes iconiques, hein, le guerrier, le magicien, le rôdeur, l'ensorceleur, etc. On choisit donc une classe. Cette classe va vous donner des capacités de classe, hein, au premier niveau, et ça va vous indiquer également des compétences, voilà, entre autres. Donc tous les personnages partent du premier niveau et évolueront jusqu'au 20e niveau et commencent avec 0 point d'expérience. Vous avez également donc les hit points, ils ont gardé exactement le même terme, hein, les points de vie et les dés de vie, voilà, les hit dice. Donc chaque classe aura un type de dés de vie différent. Voilà. Ensuite, on a le Proficiency bonus, donc le bonus de compétences. C'est exactement le même bonus de compétences de Donjons et Dragons 5e édition. Donc à chaque fois que vous faites un jet de D20 qui implique une compétence, un outil ou un jet de sauvegarde dans lequel vous êtes compétent, et bien vous rajoutez votre bonus de compétences à ce jet. Ensuite, on va générer les scores de carac. Donc, on a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse, le charisme. Voilà, les 6 caracs iconiques de Donjons et Dragons depuis l'aube des temps. Donc, pour déterminer, vous faites 7 fois 4d6. D'accord, 7 fois 4d6. Et vous ajoutez les 3 meilleurs scores en mettant de côté le plus bas pour avoir le total. Donc vous faites ça encore 5 fois, cela vous fait 3 totaux entre 3 et 18. Donc associez ces 6 nombres à la caractéristique que vous voulez, ça n'est donc pas dans l'ordre linéaire, vous faites vos jets sur un bout de papier et ensuite vous distribuez, ce qui fait que si vous voulez jouer un guerrier, bien entendu, vous allez mettre le plus gros score, par exemple en force, vous voulez jouer un roublard, ça sera en dextérité, un clerc, la sagesse, ce sera importante, un magicien, ce sera l'intelligence, ainsi de suite. Ok, donc on reste vraiment dans la logique de Donjons et Dragons et Donjons et Dragons 5e édition. Donc au fur et à mesure que vous montrez en niveau, vous aurez des occasions d'augmenter ces scores, mais un score ne peut pas dépasser 20. Voilà. Un personnage moyen, un score de 10 dans ses caractéristiques. Lorsque vos scores sont assignés, donc utilisez la table suivante pour avoir vos modificateurs de carac. Alors, il y a juste une chose, hein, vous avez vu ici, demande de faire 7G. Bon, je pense qu'ils se sont plantés, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, ils introduisent une 7e carac. Mais bon, a priori, ils se sont plantés. Il y a une deuxième erreur dans ce... Voilà, une erreur de frappe, hein, j'imagine, hein, dans ce pack.
Ce qui est très surprenant parce qu'ils se sont quand même donné le temps de produire ce document qui n'est pas énorme en plus. Donc voilà. Je vais vous montrer la deuxième erreur que j'ai vue par la suite. Vous en avez peut-être vu d'autres, vous aussi. Hein. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Ce sera toujours intéressant de voir ça. Voilà, donc les modificateurs, écoutez, voilà, c'est exactement les mêmes que ceux de Donge. 10, 11, on est à 0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et le plus 5 à 20. Vous avez également la possibilité de distribuer en fait un score, cette série de scores, 16, 15, 13, 12, 10 et 8, à vos 6 caracs. Et voilà, vous avez votre personnage. Voilà, ensuite on nous explique ce qui se passe à la page 6 lors des gains de niveau. Hein. Donc voilà, les personnages commencent au premier niveau, peuvent aller jusqu'au 20e niveau, commencent avec 0 point d'expérience. Et ensuite, donc c'est le maître de jeu qui distribue les points d'expérience. Lorsqu'un personnage atteint un nouveau niveau, donc il gagne accès à de nouveaux bénéfices, qui sont de nouvelles capacités qui sont listées dans la table d'évolution de sa classe. Donc il gagne également un dé de vie et donc plus de points de vie. Donc il s'agit de lancer le dé de vie et de rajouter le modificateur de constitution au jet. Et tout ça vient augmenter le score de points de vie actuel du personnage. Ensuite, on nous explique, voilà, là vous avez la table. Alors c'est ici qu'il me semble qu'il y a une erreur. Hein. On a sinon exactement la même table de progression de points d'expérience au point près de Donjons et Dragons 5e édition. À ceci près que le passage entre le niveau 2, il faut avoir 300 points d'expérience pour être au niveau 2. Et là, ils se sont un petit peu plantés, là. Il passe directement à 2700. Or, 2700, de mémoire, c'est le nombre de points d'expérience qu'il faut pour le niveau 4 des 5e éditions. Donc je pense qu'ils se sont plantés parce que tout le reste correspond. Donc à mon avis, ils ont voilà, il y a une erreur là. Ici, il manque un gap. Je ne sais plus à combien est le niveau 3 pour Donjons et Dragons 5e édition. Mais c'est pas 2700 points. Ça fait quand même beaucoup la progression là. Donc je pense que c'est une erreur. J'irai vérifier combien il faut de points. Voilà. On peut également évoluer par le biais des étapes, hein, les milestones. C'est-à-dire que le maître de jeu, au lieu de comptabiliser les points d'expérience, eh bien, il peut définir des étapes dans son scénario, dans sa campagne, ce qui permet d'éviter voilà, le calcul d'apothicaire des points d'expérience, qui est un petit peu fastidieux. Voilà. Alors, là, on arrive au bon morceau de ce premier package, donc lignage et héritage. On nous explique de quoi est constitué un lignage. Donc, ça va nous donner l'âge du personnage, sa taille, hein, s'il est de taille moyenne ou petite, rarement grande, la vitesse, d'accord. Et on nous explique ensuite ce qui constitue un héritage. Donc, l'héritage, en fait, va permettre de déterminer certaines capacités que vous avez grâce à votre connexion à un groupe particulier de la société à laquelle vous appartenez. Donc voilà, œuvres d'art, folklore, tradition, langage, environnement, architecture, etc. Ça va permettre de vraiment peaufiner le personnage et le choix racial qui a été fait. Donc chaque lignage inclut des options d'héritage qui sont les plus courantes pour la race choisie. En sachant que là, dans ce package, ils nous mettent 2 héritages par lignage. D'accord ? Donc vous allez voir un petit peu les lignages qu'ils proposent. Et pour chaque lignage, ils ont mis 2 héritages. Ensuite, on nous parle de l'alignement. Donc c'est marrant. Ça aurait été peut-être l'opportunité de faire disparaître l'alignement. Alors moi, je suis pro alignement. Hein. Je trouve que c'est un outil. J'ai fait une série de vidéos sur le sujet, hein, dans la chaîne. Sur la chaîne, si vous allez voir l'alignement à Donjons et Dragons, où je parle de chaque alignement, je trouve que c'est un outil, quand on l'utilise à bon escient, c'est un outil vraiment très très utile qui permet de gagner du temps et de synthétiser pas mal d'informations. Donc l'alignement se compose de 2 facteurs, un facteur qui identifie l'aspect moral, le bien, le mal, la neutralité, et l'autre qui décrit l'attitude vis-à-vis de la société et de l'ordre, la loi, le chaos et la neutralité. Voilà, donc c'est exactement ça, ils n'ont absolument rien changé. Ensuite, on a donc le langage. L'héritage va déterminer combien de langues vous connaissez. Donc par défaut, les personnages connaissent la langue commune
et une autre langue de leur choix. Mais certains héritages vous permettent de choisir des langages additionnels. Alors, maintenant, on en vient aux races donc, qu'ils nous proposent. On a le nain. On a pour le nain donc, les options d'héritage qui sont là. Alors, pour le nain, donc, voilà, on va vous expliquer qu'ils vivent jusqu'à 350 ans, qu'ils sont considérés comme des créatures de taille moyenne. Leur vitesse de déplacement, donc c'est 25 pieds, ce qui nous fait un peu moins de 8 mètres. Ils ont vision dans le noir, d'accord? Donc vous avez une vision supérieure. Vous pouvez voir dans un éclairage faible, dans les 18 mètres autour de vous, comme si c'était un éclairage important, on va dire, bright light, et dans les ténèbres, comme si c'était un éclairage tamisé. Toutefois, vous ne pouvez pas discerner la couleur dans les ténèbres, seulement des nuances de gris. Voilà. Résilience naine, donc vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre l'état empoisonné, et vous êtes résistant aux dégâts de poison, exactement comme à D5, résistant, donc on prend la moitié des dégâts de poison quand on est un nain, et on a un avantage au jet de sauvegarde contre le poison. Voilà. Et la robustesse naine, votre maximum de points de vie augmente de 1 point, et il augmente de 1 point chaque fois que vous gagnez un niveau. Alors ça par contre, ça c'est nouveau. Voilà. Ça, il me semble pas que c'était dans des 5, enfin je veux dire dans une règle obscure publiée quelque part peut-être, mais en tout cas pas dans les règles de base, de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à créer un nain pour Donjons et Dragons 5ème édition. Dites-moi si je me plante, hein, les amis. Et ensuite, donc, on a les options d'héritage. On nous propose donc les traits donc, pour le Fireforge, le Forge-Feu, hein, l'héritage de Forge-Feu. Donc, ce sont des nains qui ont été élevés avec les valeurs et les traditions des clans Forge-Feu. Donc, ce sont les espèces de nains spécialisés dans la forge. Hein. Donc, ce sont des nains qui suivent la tradition de la forge, et donc qui s'installent à côté de zones volcaniques en activité et qui transforment ces endroits en leur forge. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Leur alignement, eh bien, les alignements ils tendent à être chaotiques ou neutres. Ce sont des artisans experts dont vous gagnez la compétence avec les outils de verrier, d'accord, ou les outils de forgeron. Donc vous choisissez l'un de ces outils. Votre bonus de compétences est doublé pour tout jet de compétences que vous faites en utilisant ces outils. Forgecraft, donc vous êtes résistant aux dégâts de feu. Friend to Elementals, donc vous pouvez parler, lire et écrire l'ignant, donc qui est la langue de tous les êtres originaires du plan de feu, en plus de vos langues choisies. Reforge, alors ça c'est violent, j'allais dire c'est chaud, c'est le cas de le dire. Votre peuple donc a une connexion profonde avec le feu, et ils ont appris donc à réparer tous les objets formés d'un simple contact. Vous connaissez le cantrip, donc le sortilège mineur mending, c'est réparation en français. Donc vous pouvez le lancer comme une action. Cependant, vous ne pouvez utiliser cette capacité que pour réparer des objets entièrement faits de métal, par exemple les deux parties d'une épée brisée, et les langues, donc vous connaissez la langue commune et une langue supplémentaire de votre choix. Et en second héritage proposé, l'héritage donc de la pierre. Donc ce sont des nains qui sont, ils résident dans d'anciennes cités, donc visiblement profondément dans les profondeurs de la terre. Et donc eux ils sont voués à la mine et aux métaux précieux que l'on trouve sous la surface de la terre. Donc l'alignement, donc là on est plus sur des nains loyaux et bons. Compétents donc avec la hache, la hachette, le marteau léger et le marteau de guerre. Vous êtes compétent avec les armures légères et moyennes. De plus, votre vitesse n'est pas réduite du fait que vous portiez une armure lourde. Compétent donc avec les outils de forgeron ainsi que les outils de brasseur, brewer, ou les outils de maçon.
Ensuite, Eye for Quality, donc à chaque fois que vous faites un jet pour essayer de déterminer les caractéristiques ou l'origine de quelque chose, de quelque chose qui est fait en pierre, un élément architectural en pierre ou en métal, vous pouvez rajouter votre bonus de maîtrise, votre bonus de compétence au jet. Les langages, voilà, vous voyez. Ensuite, on a les elfes qui sont proposés. Et là, on a donc l'héritage des nuages et l'héritage... alors, Grove, c'est le bosquet. Les elfes des bosquets. Peut-être l'équivalent des elfes des bois, je dirais. Et ensuite, on a les humains pour lesquels on nous propose l'héritage nomade et l'héritage cosmopolite. Donc nomade, c'est visiblement plus ce qui se rapprochera peut-être des peuplades barbares, ce genre de choses. Alors que cosmopolite, votre personnage sera issu d'une ville, d'une grande ville, vraisemblablement. Voilà. Ensuite, on nous propose donc des backgrounds, donc des historiques pour les personnages. Donc là, il n'y a pas grand-chose dans les historiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une motivation, adventuring motivation, donc une motivation qui a poussé l'aventurier à partir, le personnage à partir à l'aventure, des compétences, des langages additionnels, de l'équipement, voilà. Et on nous propose donc Scholar, donc c'est un érudit, qui sera donc compétent dans 2 compétences de votre choix, parmi arcane, histoire, nature ou religion. Vous choisissez également 2 langages additionnels de votre choix. Et en équipement, donc il part avec une bouteille d'encre, une plume, un petit couteau, un livre de référence sur un sujet très spécifique de votre choix, des vêtements et une bourse qui contient 10 pièces d'or. Alors les talents, en fait, c'est l'équivalent des dons. Voilà, donc ça signifie qu'ils ont conservé les dons. Visiblement, ils sont optionnels. Ils ont appelé ça les talents. Ils sont optionnels, mais on en aura confirmation, je pense que plus tard. Mais je pense que s'ils étaient obligatoires, ils en parleraient dès maintenant, parce que je vous rappelle que a priori, One D&D, la mouture 2024 de Donjons et Dragons, le dernier playtest laissait entendre que les dons feraient partie intégrante du système. Donc là, on reste avec le système de Kobold Press, on reste sur un système de dons qui serait optionnel, j'imagine. Et ensuite, donc, on a une table de motivation qui reprend un petit peu l'idée de la 5e édition, où on pouvait faire un jet pour déterminer des aspects de la mentalité du personnage, et notamment les raisons qui l'ont poussé à partir à l'aventure. Ça c'est bien, ça c'est très bien, ça permet effectivement de bien personnaliser les motivations de votre personnage. Ensuite, on a en background le soldat. Voilà, donc là pareil, soldat avec une série de dons. Donc vous choisissez un don parmi la liste actuelle qui représenterait donc son expérience. Donc entraînement avec une armure, combat casting, c'est lancer des sorts, mage de guerre, je dirais. Combat conditioning, alors ça, voilà, conditioning, qu'est-ce que c'est ? On saura quand il y aura vraiment l'explication des talents, des dons. Et les motivations. Donc là, les dons, on nous en explique quelques-uns, donc les talents qui sont là. On nous explique qu'ils sont obtenus de 2 façons principales. Lorsqu'un personnage choisit un historique pendant le processus de création de personnage, il peut choisir un talent dans la liste qui lui est proposée. Et enfin, lorsqu'une classe de personnage propose une augmentation, eh bien, le joueur peut choisir d'augmenter une caractéristique de 2 points, 2 caractéristiques de 1 point ou un talent dans la liste à laquelle sa classe lui donne accès, c'est-à-dire que c'est exactement le même process que pour Donjons et Dragons 5e édition, puisque je vous rappelle que les dons dans 5e édition sont optionnels, et effectivement on peut en option choisir de prendre un don au lieu de l'une des augmentations de plus 2 que nous donne la classe de personnage à un certain moment de l'évolution. Voilà, donc eh bien, on a les dons qui sont classés par catégorie. Donc vous avez les talents magiques, combat casting, élémental savant, avec des prérequis et avec des capacités, voilà, mental fortitude, school specialization. Ensuite, on a des talents
martiaux, donc entraînement au port d'armure. Combat conditioning, le voilà en fait, le voilà, il est décrit ici. Voilà, donc vous avez un entraînement très poussé pour supporter les rigueurs du combat, ce qui fait de vous quelqu'un de plus difficile à abattre. Alors votre maximum de points de vie augmente de 2 points pour chaque niveau que vous avez. Ensuite, à chaque fois que vous gagnez un niveau, votre nouveau dé de vie est d'une taille plus grande que votre classe le permettrait. Par exemple, un magicien avec ce talent gagnerait des D8 pour ses nouveaux dés de vie plutôt que des D6. Donc visiblement c'est plafonné à D12. Voilà, hand to hand. Ensuite vous avez les talents techniques. Voilà, a priori ce sont les 3 moi je dirais usuel quoi, hein. Voilà, polyglotte pour maîtriser des langues, etc. Les compétences de commerce, trade skills, voilà. Et voilà, et ce premier package donc de 12 pages se termine là-dessus. Donc ce qu'il en ressort, ma foi, c'est assez particulier. Moi je m'attendais quand même à quelque chose de plus différencié de Donjons et Dragons 5e édition. Là vraiment, à part quelques légères modifications, mais vraiment à la marge, je n'ai absolument pas l'impression de découvrir un nouveau jeu. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, je vous avouerai, si ce n'est que pour l'instant je sais pas, voilà, je pense qu'il faut attendre les packages suivants pour en savoir plus, mais la tournure que cela laisse envisager, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire à un clone de D&D5, sachant que, en fin de compte, des 5e édition maintenant est en utilisation libre, alors pas à 100%, mais Wizards of the Coast a fait en sorte, donc, fait en quelque sorte amende honorable suite à la polémique qu'il y a eu, et laisse tomber la licence, en fait, fait de D&D 5e édition une licence libre aussi. Je me pose la question de savoir quelle est la véritable valeur ajoutée pour l'instant de Core Fantasy System, CFS. Pour l'instant, je dirais rien, si ce n'est que 100% du Core Fantasy System est libre de droit, ce qui n'est pas le cas du SRD de la 5e édition. Il y a certaines parties qui restent encore sous contrôle de Wizards of the Coast, mais à part ça, écoutez, il y a tout, on retrouve tout, les races, les dons, l'avantage, voilà, donc ma foi, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, à titre personnel, c'est peut-être tôt pour le dire, tôt pour exprimer sa déception, mais enfin, pour l'heure, je ne vois pas trop d'ailleurs ce qu'il y a vraiment à tester, puisqu'il faut utiliser en plus les classes de D&D5 pour pouvoir mettre en œuvre ces éléments. Donc voilà, alors essayez-le, faites le playtest vous-même, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire de cette vidéo, je serais très curieux de lire ça, et de voir un petit peu quels sont vos ressentis. Voilà, les rôlistes, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les packages suivants. Je vais analyser tous les packages les uns après les autres et vous faire un petit comparatif avec la 5e édition. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. En attendant, bonne partie et puisse les dés vous être favorables. À bientôt.